L'Égypte était l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Célèbre pour sa richesse et sa culture, elle était le foyer d'architectes, d'ingénieurs et d'artistes incroyablement talentueux. Les anciens Égyptiens ont construit des pyramides massives, des temples majestueux et d'autres ouvrages publics qui symbolisaient leur puissance et leur civilisation. Leur culture et leur économie sophistiquée étaient en grande partie basées sur la vallée fertile du Nil, qui traversait le cœur du pays. Les Égyptiens savaient gérer les crues annuelles du Nil et utilisaient des systèmes d'irrigation ingénieux pour distribuer l'eau dans leurs champs. Grâce à cela, ils pouvaient produire des récoltes excédentaires, échangées contre d'autres biens et services. Au cœur de cet empire florissant se trouvait une reine charismatique et intelligente, Cléopâtre. Montée sur le trône à 18 ans, après la mort de son père Ptolémée XII en 51 avant Jésus-Christ, elle était connue pour son soutien aux arts. Sa cour accueillait de nombreux artistes, écrivains et savants renommés. Cléopâtre elle-même était une érudite et une poétesse, maîtrisant plusieurs langues, dont le grec, l'égyptien et le latin. Elle devait régner conjointement avec son jeune frère de 10 ans, Ptolémée XIII, qui était aussi son mari, une pratique courante dans la culture égyptienne. Cependant, dès le début, leur relation fut marquée par des tensions et des conflits. Les conseillers de son frère, principalement des eunuques, détenaient un pouvoir considérable et manipulaient souvent le jeune empereur contre sa sœur. Ils voyaient en Cléopâtre une menace pour leur autorité et commencèrent à comploter contre elle presque immédiatement. Mais Cléopâtre, figure dominante, souhaitait régner d'une main de fer. Peut-être était-ce dû à ses propres ambitions ou simplement au fait que son frère était trop jeune pour gouverner. Elle tenta de jouer un rôle majeur dans la gestion du pays, ce qui la mit en conflit avec les nobles qui harcelaient constamment le jeune pharaon contre elle. Elle réalisa rapidement que ce règne conjoint ne pourrait pas durer longtemps. Il fallait choisir. Ce serait soit elle, soit son frère. Pour consolider son pouvoir, Cléopâtre commença à écarter son frère. Elle bénéficiait du soutien du peuple égyptien, qui voyait en elle une dirigeante compétente, de plus en plus déçue par les conseillers de Ptolémée. Cependant, le soutien du peuple ne suffisait pas, car les nobles et les politiciens influents avaient le véritable pouvoir. Ils contraignirent le pharaon à destituer Cléopâtre, la forçant à s'exiler à Alexandrie, tandis que Ptolémée se déclarait seul maître de l'Égypte. Plusieurs théories expliquent pourquoi Ptolémée n'a pas tué Cléopâtre, mais l'a seulement exilée d'Égypte. Peut-être hésitait-il à prendre une mesure aussi extrême contre sa propre sœur, de peur de violer les valeurs traditionnelles égyptiennes. Quoi qu'il en soit, ce n'était probablement pas sa décision, mais celle de son principal conseiller, Pothinus, un eunuque influent qui avait également servi son père. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Cléopâtre défie de nouveau l'autorité du pharaon. En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre revient en Égypte avec une armée déterminée à reprendre sa place légitime sur le trône. Elle débarque avec ses troupes dans la ville portuaire de Pelusium, alors sous le contrôle des forces de Ptolémée. Au cours de plusieurs batailles acharnées, les forces de Cléopâtre parviennent à capturer la ville et à vaincre l'armée de Ptolémée. Mais les forces de Ptolémée se regroupent rapidement et réussissent à reprendre Alexandrie. Le conflit est loin d'être terminé et les deux camps rivalisent pour le pouvoir. Pendant ce temps, dans l'Empire romain, le grand Jules César a vaincu Pompée, le célèbre homme d'État romain, lors de la bataille de Pharsale, forçant Pompée à fuir en Égypte pour sauver sa vie. Il y a longtemps, Pompée avait prêté d'importantes sommes d'argent au royaume égyptien et il pensait que le pharaon lui était redevable. Il demande alors au pharaon de l'aider dans sa lutte contre César. Cependant, Ptolémée sait que Pompée est un homme vaincu et, avec sa propre bataille contre Cléopâtre, il ne peut pas se permettre d'aider les autres. En fait, c'est lui qui a besoin d'aide contre Cléopâtre. Ptolémée, âgé de 14 ans, a mûri et prépare son coup politique. Il sait que Jules César se dirige vers l'Égypte à la poursuite de Pompée et pense que s'il peut gagner les faveurs de César, celui-ci l'aidera à écraser la rébellion de Cléopâtre. Il ordonne donc l'exécution de Pompée et lorsque César arrive à la cour, il lui offre la tête de Pompée en cadeau. À la surprise de Ptolémée, César est furieux en voyant la tête de Pompée. Bien que Pompée ait été son adversaire, il n'en restait pas moins un Romain. L'Égypte et Rome étaient en paix, et César n'apprécie pas le comportement de Ptolémée, qui a tué un général romain respecté de manière aussi indigne. Il refuse d'aider Ptolémée contre sa sœur et demande audience à Cléopâtre avant de décider d'entrer en guerre contre elle. Le pharaon place César en résidence surveillée et lui dit qu'il ne le relâchera pas
tant qu'il n'aura pas accepté de se battre à ses côtés contre Cléopâtre. Dès que Cléopâtre apprend que Jules César, le grand général romain, se trouve en Égypte, elle se déguise en servante et s'introduit clandestinement dans les quartiers de César pour le libérer. Elle utilise son charisme et son sens politique pour gagner le soutien de César. Elle est exactement le genre de femme qui peut séduire un homme comme Jules César. César sait que la paix en Égypte est cruciale, car c'est de là que Rome importe ses céréales et autres denrées alimentaires. En raison des récentes guerres en Égypte, l'approvisionnement a été perturbé, provoquant des émeutes de la faim à Rome, et César veut résoudre ce problème pour sa République. Il se range du côté de Cléopâtre, la trouvant non seulement plus politiquement mature et capable que son frère, mais aussi charmante et belle. Les deux se rapprochent et tombent amoureux. Leur relation devient à la fois politique et personnelle. César, étant un génie militaire, aide Cléopâtre à assiéger Alexandrie, dont ils s'emparent après plusieurs mois de combat. Pendant le siège d'Alexandrie, Ptolémée est tué au combat, peut-être noyé dans le Nil selon de nombreux témoignages. Cléopâtre prend alors le contrôle total de l'Égypte et César retourne à Rome pour s'occuper des émeutes de la faim qui ont provoqué un soulèvement massif dans la ville. Son général de confiance, Marc-Antoine, n'a pas réussi à résoudre le problème. César a pris le contrôle de la situation, s'annonçant comme dictateur jusqu'à ce que la stabilité soit rétablie à Rome. Il est parvenu à résoudre rapidement le problème de la pénurie alimentaire, puisque la paix régnait désormais en Égypte et que les céréales pouvaient être importées sans problème. Bien que César ait résolu le problème, sa position temporaire de dictateur, approuvée par le Sénat, devenait de plus en plus permanente, et il continua à exercer cette fonction même après la fin de la crise. Cette situation, ainsi que sa relation avec la reine égyptienne Cléopâtre, ne plaisait pas aux puissants sénateurs de la République romaine. De nombreux sénateurs craignaient que César ne devienne trop puissant et ne finisse par transformer Rome en monarchie ou en dictature. Ils s'inquiétaient également de la façon dont César utilisait son pouvoir pour saper l'autorité et les privilèges traditionnels du Sénat et des autres institutions politiques. C'est pourquoi Jules César a été assassiné par un groupe de sénateurs le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. La nouvelle parvient à Cléopâtre, qui est dévastée tant par sa perte personnelle que politique. Cléopâtre était déterminée à s'allier à nouveau avec Rome, car elle comprenait que Rome était une puissance dominante dans le monde méditerranéen à cette époque et qu'une alliance avec Rome serait cruciale pour la sécurité et la prospérité de l'Égypte. Elle craignait une invasion romaine dans son propre pays et sa relation avec César avait garanti que cela n'arriverait pas. César ayant disparu, elle s'est tournée vers d'autres moyens. Elle s'allie à Marc-Antoine, l'un des plus proches alliés et généraux de César, pour assurer son propre trône et protéger l'Égypte de l'ingérence romaine. En 41 avant Jésus-Christ, Marc se rendit en Égypte pour la rencontrer et négocier une alliance. Cléopâtre arrive dans un spectacle époustouflant, descendant le Nil sur une barge décorée de voiles d'or et de pourpre, avec des serviteurs déguisés en Cupidon qui l'éventaient. Marc-Antoine est séduit, et tous deux entament une liaison passionnée qui durera jusqu'à la fin de leur vie. Cléopâtre utilise son influence sur Marc-Antoine pour atteindre ses objectifs politiques. Ensemble, ils forment une alliance contre Octave, le fils adoptif de César. Cependant, la réputation de Marc-Antoine est ternie lorsqu'il divorce de sa femme romaine pour épouser Cléopâtre et qu'il a plusieurs enfants avec elle, ce qui le fait passer pour une marionnette de la reine étrangère. En 31 avant Jésus-Christ, Octave déclare la guerre à Marc-Antoine et Cléopâtre, et leurs armées se rencontrent lors de la bataille d'Actium en Grèce. Cléopâtre est une politicienne et une stratège douée, mais elle n'a que peu d'expérience militaire. Marc-Antoine dirige l'armée, mais son jugement est obscurci par son amour pour Cléopâtre et sa consommation excessive d'alcool. L'armée d'Octave est bien supérieure et il domine les forces de Marc-Antoine, affaibli par la maladie et les désertions. Lors de la bataille décisive, Cléopâtre et sa flotte observent à distance les forces de Marc-Antoine se faire décimer par les tactiques supérieures d'Octave. Voyant que tout était perdu, Cléopâtre ordonne à ses navires de fuir et Marc-Antoine lui emboîte le pas. La bataille est une défaite écrasante pour leur alliance et ils sont contraints de se retirer à Alexandrie, en Égypte. Octave les poursuit et, après un siège de plusieurs mois, l'armée de Marc-Antoine commence à l'abandonner, tandis que le peuple de Cléopâtre commence à se retourner contre elle. En août 30 avant Jésus-Christ,
Marc-Antoine reçoit de fausses informations selon lesquelles Cléopâtre se serait suicidée et, désespéré, il se donne la mort. Lorsque Cléopâtre apprend sa mort, elle décide de le rejoindre dans l'au-delà. Selon la légende, Cléopâtre a fait en sorte qu'un aspic, un serpent venimeux, lui soit apporté dans un panier de figues. Elle laisse ensuite le serpent la mordre et meurt du poison. Sa mort marque non seulement la fin de la République romaine et le début de l'Empire romain, mais aussi la fin de la dynastie des Ptolémées, qui régnait sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant Jésus-Christ. Après sa mort, Cléopâtre devient une légende et un symbole du pouvoir et de l'indépendance des femmes. Elle a été représentée dans d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de culture populaire, et sa vie ainsi que son héritage continue d'inspirer les gens aujourd'hui. C'était l'histoire de Cléopâtre, le dernier pharaon. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de son parcours et de sa vie. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.